Francis, merci aux organisateurs. Alors ce merci, il est double. Je dirais même peut-être qu'il est triple, parce que je n'ai pas pensé à la troisième, mais je vais vous dire pourquoi le troisième. Premièrement, je pense que c'est un moment important, puisque vous l'avez vu, toutes les disciplines se rencontrent. Et régulièrement, on nous parle d'interdisciplinarité. Et chaque fois qu'on veut essayer de la faire, on se casse les dents, ou du moins on nous empêche de la faire. Là au moins il y a des moments de partage où on va pouvoir constater, et on pourra le voir, enfin, j'espère dans quelques instants, combien c'est intéressant d'écouter un philosophe, et alors j'espère peut-être intéressant d'écouter un psychologue après, mais vous verrez qu'il y a des choses assez communes qui ont été dites. Voilà. Donc ça c'est le premier point pourquoi je suis... Je remercie les organisateurs, je les remercie aussi parce que comme l'a dit Francis, cette problématique-là, elle est assez peu connue. Or je pense, alors bien sûr que puisque je la défends, je pense qu'elle est essentielle, mais je pense aussi qu'à l'avenir, ça devrait nous permettre de mieux réfléchir sur des évaluations de la mémoire, des prises en charge, enfin, etc., etc. Et enfin, mais ça vous ne le saviez pas avant, c'est les derniers instants où je prends la parole en tant que professeur des universités en fonction, puisque je prends ma retraite le 1er octobre. Donc merci de m'avoir donné la possibilité dans mon université de prendre encore la parole, mais j'espère que je pourrai la prendre aussi ailleurs, mais pas avec ce statut-là. Donc je vais vous parler de l'action et de ses effets sur la mémoire. Alors avant, puisque vous n'êtes pas tous spécialistes, donc un petit avant-propos qui pour moi est important. Alors la première chose, c'est mon ami Thibergen qui a écrit ça en 1997, c'est que la mémoire est la forme même de la cognition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on étudie la mémoire humaine, on étudie la cognition humaine et qu'il n'y a pas de différence entre cognition et mémoire. Ça, c'est un point important. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais moi, je pars de cet aspect-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la psychologie cognitive par rapport aux sciences est assez récente, puisque c'est les années 50, en fait, il y a des conceptions sous-jacentes qui sont apparus et on est à la troisième aujourd'hui. C'est intéressant. Alors, le philosophe pourrait nous dire pourquoi, mais bon, je vais pas prendre sa place et puis peut-être tout à l'heure il nous expliquera. Donc, au début de la psychologie cognitive et des sciences cognitives en général, il y a la conception cognitiviste, c'est les années 50. Je vous dirai en 2 mots ce qu'elle est. Ensuite, il y a eu la conception connexionniste dans les années 80, donc 30 ans s'est passé, et depuis peu, donc les années 90, on a ce qu'on appelle la conception énactiviste. Donc je vais essayer en très peu de temps de vous résumer ce qu'il en est. Alors, d'abord la conception cognitiviste, elle n'est pas née comme ça, d'accord ? Elle est issue de l'intelligence artificielle, donc des vieux travaux de McCulloch sur la théorie de l'information, Shannon et la cybernétique. Elle n'est pas née subitement. D'accord ? Et pourquoi je rappelle ça ? Parce que ce n'est pas inintéressant pour comprendre. Et là, je cite Fodor 1986, qui, je pense, est reconnu comme vraiment l'élément central de cette approche-là. La cognition, elle est modulaire, c'est-à-dire il y a des modules qui sont localisés dans le cerveau, modules qui sont génétiquement déterminés, spécifiques à chaque domaine, autonomes et encapsulés. Cette conception de l'approche de la cognition est une conception qui prévaut encore aujourd'hui, et dans le modèle de la mémoire, on a un modèle qui, je pense, est connu de beaucoup de personnes, qui est le modèle de Tulving, qui ne fait que reprendre cet aspect-là. La particularité de cette conception, et qui m'intéresse moi par rapport à mon propos de tout à l'heure, c'est que dans cette conception-là, il y a ce que j'appelle l'activation des connaissances. Les connaissances sont stockées, elles sont à des endroits particuliers, il faut aller les chercher. D'ailleurs, pour ceux qui ont étudié Platon, ils verraient que c'est exactement la conception qu'avait Platon. Il y a un espace dans lequel on va chercher l'information.
Ensuite, dans les années 80, on va voir apparaître la conception cognitionniste parce que ce modèle-là a trouvé très vite ses limites, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, ils se sont rendus compte que si on partait sur ce principe-là, et alors il fallait stocker toutes les connaissances. Or, on n'a pas la prétention de pouvoir stocker toutes les connaissances. Et surtout, une fois qu'elles sont stockées, il est difficile d'en créer de nouvelles. Ou alors, chaque fois, etc. Et donc, on a retrouvé alors, des vieux penseurs, Spencer, James, mais surtout, quelqu'un qui est plus connu, qui est Hebb, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le connexionnisme, avec l'idée qu'il a défendue donc, dès les années 50, mais qui, à l'époque, n'ont pas été reprises, qui était que en fait, le cerveau humain il se transforme en permanence sous le fait des apprentissages. Et ce qui a comme conséquence, et là ça pourrait être un sujet de discussion, c'est que si le cerveau se modifie en permanence sous l'effet des apprentissages, alors le monde que l'on voit se transforme aussi en permanence. Et c'est ce qui me fait dire et qui fait des fois sourire les étudiants, je le dis de façon abrupte parce que c'est mon caractère, le monde n'existe pas en soi, hein, c'est nous qui le créons, nous le créons en permanence parce que le cerveau est ainsi fait qu'il se transforme. Et ici, et ça c'est un point important, c'est que dans cette conception-là, la connaissance est émergente. C'est quelque chose qui se crée, ici et maintenant. Avec donc l'idée qu'il va être difficile de faire ressurgir deux fois le même type de connaissance. Alors là, j'entends tout de suite des personnes qui voudraient lever la main, mais à l'école, etc. Peut-être que la mémoire qu'on cultive à l'école n'a rien à voir avec ce qu'est la mémoire humaine. Mais ça sera peut-être un sujet de discussion. Vous avez aujourd'hui l'utilisation de cette conception-là, dite connexionniste de la cognition, à travers ce qu'on appelle les réseaux de neurones, notamment dans l'intelligence artificielle, réseaux de neurones qui sont capables de reconnaître des formes sans qu'on leur ait donné la forme en tant que telle. D'accord ? C'est par une auto-organisation avec des éléments simples que le réseau de neurones va reconstruire de la connaissance. Le problème, enfin, du moins pour moi et quelques-uns, le problème c'est que dans ces deux conceptions-là, que ce soit la conception connexionniste ou connexioniste, c'est que le système cognitif, il a pour fonction d'extraire des informations du monde, et avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a déjà un petit hiatus, c'est qu'il y aurait des informations dans le monde, indépendamment du sujet qui perçoit le monde. Ensuite, de les stocker à un endroit bien particulier que l'on va essayer d'activer pour récupérer la connaissance. Et enfin, de générer des commandes motrices pour que l'individu puisse fonctionner. Dans cette perspective-là, le corps, à travers ses effecteurs, n'est qu'un outil. Le corps, en soi, ne participe pas à la connaissance. Le sens est indépendant du corps qui se met dans un environnement. Et ça me paraît important, parce que d'une certaine façon, alors là aussi on pourra avoir tout un débat sur la notion de sens, le sens est indépendant de ce qui fait sens pour la personne. Il est évident que ce qui fait sens dans un même environnement, ici, là, pour moi, même si on est dans le même espace, ce qui fait sens n'a rien à voir avec ce qui fait sens pour vous. Parce que mon corps n'est pas votre corps. Parce que l'usure du temps a fait que, ici, il y en a qui sont plus jeunes que moi, je crains que je sois le plus âgé. Voilà, d'accord ? De la même manière que s'il y avait ici un enfant de 12 ans, ce qui fait sens, c'est à travers ce qu'il est capable de faire, ici et maintenant. Et donc, dans les années 90, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va voir apparaître une autre conception de la cognition, qu'on appelle la conception énactiviste. Alors, elle aussi, quand on regarde de près, elle n'est pas nouvelle, hein, elle s'origine dans le pragmatisme de James. Dewey, s'il y a parmi vous des pédagogues, ils doivent avoir entendu parler de Dewey, et du constructionnisme de Piaget, bien évidemment.
Donc, enactif, ça veut dire quoi? Ça vient du verbe donc, anglais to enact, faire advenir. C'est nous qui faisons advenir la connaissance. Donc, quand on dit que nous la faisons advenir, ça veut dire que nous la construisons. Et donc, je suis obligé de vous donner cette citation de Varela, parce que c'est Varela qui est à l'origine de l'énactivisme, parce que je pense qu'elle résume totalement la pensée. Le monde et le sujet percevant se déterminent l'un l'autre. Pour ceux qui ont fait un peu de phénoménologie, ils doivent retrouver des airs de Husserl, le Merleau-Ponty, etc. La cognition dépend des types d'expériences qui découlent du fait d'avoir un corps doté de diverses capacités sensorimotrices. Les capacités individuelles sensorimotrices de ce corps s'inscrivent elles-mêmes dans un contexte biologique, psychologique et culturel plus large. Donc l'idée centrale de l'énactivisme, c'est de dire que la connaissance, elle est incarnée, elle est dans un corps, mais elle est aussi située parce qu'elle ne peut pas être indépendante de l'environnement dans lequel ce corps se meut. Voilà. Et donc, la thèse que je défends depuis déjà quelques années et qui fait parfois souffrir quelques étudiants, parce que comme dans mon université, il y a des collègues qui ne partagent pas du tout cette conception-là, les étudiants sont obligés de se dire ça c'est du brouillé et puis ça c'est pas du brouillé. Voilà, ça c'est le problème universitaire. Donc la thèse que je défends depuis quelques années, c'est que c'est du couplage sensorimoteur d'un organisme avec son environnement qu'émergent les cognitions. Ce sont dans les actions que leur cœur permet dans un environnement donné et surtout les conséquences de ces actions qui fabriquent la connaissance. Et les souvenirs sont émergents. Donc quand je dis qu'ils sont émergents, ils sont construits ici et maintenant dans l'interaction que mon corps permet dans l'environnement dans lequel je suis. Et donc je vais essayer de vous présenter quelques données expérimentales issues de mon équipe de recherche. Alors en espérant que ça ne sera pas trop expérimental. Voilà. Mais il faut quand même que ce soit expérimental. Je suis expérimentaliste. Voilà. Alors peut-être que certains peuvent être étonnés qu'en psychologie on fasse de l'expérimentation. Mais c'est une science, la psychologie. Hein. C'était juste... voilà. Donc, pour comprendre tous les travaux que je vais vous présenter, il faut savoir une chose importante qui a été mise en évidence par Jean Neuraud dans le domaine moteur et au niveau conceptuel par quelqu'un qui s'appelle Barsalou, c'est que le cerveau humain est capable de simuler même s'il n'est pas en présence d'eux. Et ça, c'est très important. Et je vous ai mis une petite figure rapide, alors je ne vais pas la commenter parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a un chercheur qui est très intéressant, et puis si vous allez du côté de Caen, vous verrez qu'ils ont aussi des travaux là-dessus assez intéressants. C'est que, donc ça c'est Pulver-Miller, quand vous regardez l'activité cérébrale, quand l'individu fait une tâche, ou quand l'individu ne pense qu'à cette tâche ou que dans la situation il peut y penser, c'est à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes aires qui sont activées. D'accord ? Sans cette capacité qu'a le cerveau de simuler, tout ce que je vais vous dire ne pourrait pas exister. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire, je le dis entre parenthèses, que tout se réduit au fonctionnement du cerveau. D'accord ? Mais il faut bien qu'il y ait une possibilité pour que ça existe. Dans le premier travail que je vais vous montrer, j'ai appelé ça une trace motrice énactée. Donc d'abord un travail de Richardson 2001, donc une phase d'apprentissage, ça il va falloir que vous vous habituez parce que c'est à peu près toujours la même chose, une phase d'apprentissage où on présente des objets. D'accord ? Et ensuite une phase de reconnaissance. Ça, c'est une procédure expérimentale qu'on utilise généralement. Donc on va présenter les objets qui avaient été présentés et puis des objets qui n'ont pas été présentés. D'accord ? Et la tâche du sujet, c'est de dire, est-ce que cet objet, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu ? D'accord ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des objets non vus et des objets vus. Par exemple, dans les non vus, il y aura un mug. Et dans les objets vus, il y aura la théière. Comme vous l'avez encore sous les yeux, vous voyez que c'est un objet qui a été vu. D'accord ? L'originalité de travail de ces auteurs, ça a été, regardez bien, les petites étiquettes oui-non, d'accord ? Les sujets doivent dire si oui ou non, ils ont vu l'objet. Ils doivent appuyer sur oui ou non, d'accord ? On va imaginer qu'ils sont tous droitiers,
Et vous voyez bien que dans la théière, à gauche, le oui est à droite, et dans la théière, à droite, le oui est à gauche. D'un point de vue expérimental, c'est une chose qui est obligatoire. D'accord ? On doit systématiquement inverser pour éviter le fameux effet d'ordre. Peut-être qu'on a eu tort. Alors, on discutera de ça méthodologiquement après, si vous voulez. Parce que qu'est-ce que donnent les résultats de Richardson? C'est que quand on répond oui sur une touche qui se trouve du même côté que la anse de la théière, alors on reconnaît plus facilement la théière que lorsqu'on répond oui sur une touche qui n'est pas du côté de la anse. Pourquoi? Parce que quand le cerveau a vu la théière, il a simulé automatiquement la saisie de la théière. Et donc, en termes d'engramme, il y a engrammé l'objet, l'action vis-à-vis de cet objet. Et quand je dois répondre, cette mémoire corporelle va s'activer automatiquement et on va reconnaître plus facilement. On a repris ce travail il y a quelque temps en faisant l'inverse. Donc on donne des mots, par exemple théière, comme ça vous êtes habitué à la théière, d'accord ? Et ensuite phase de reconnaissance, des objets non vus, le mug, et des objets vus, la théière. Et là, encore une fois, soit le oui est du côté de la anse, soit le oui est à l'opposé de la anse. La petite particularité, c'est qu'en plus d'avoir fait ça, les sujets y répondent soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Et qu'est-ce qu'on obtient? Alors on retrouve les résultats de Richardson. C'est-à-dire qu'on reconnaîtra plus facilement un objet dès lors que l'action motrice qu'on effectue correspond à la simulation motrice qu'on avait faite. Mais en plus, parce que je suis droitier, parce que j'ai une expertise de la main droite, je serai plus à l'aise pour reconnaître si ça correspond à ma main dominante qu'à ma main non dominante. La conséquence, et c'est un sujet de discussion, hein, c'est que quand on regarde les objets non vus, et que le sujet doit répondre avec la main droite sur le oui qui est à droite, alors on a tendance à dire que oui, le mug faisait partie de la liste d'apprentissage. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une fausse reconnaissance. D'accord ? On pourra y revenir tout à l'heure si vous voulez. Donc, conclusion de ces deux petites études, la simulation motrice automatique combinée à l'action motrice pour donner le jugement de mémoire façonne la reconnaissance. Autre expérience, là c'est sur les conséquences de l'action. Là aussi c'est quelque chose d'assez intéressant à voir dans la littérature. On commence pas mal à travailler sur le rôle de l'action, mais on ne travaille pas sur les conséquences. Or, qui peut prétendre qu'il y ait une action sans conséquence? C'est curieux des fois la recherche. Donc je vais vous présenter deux résultats d'expérience, une sur des conséquences antérieures et une sur des conséquences futures. Donc là, je peux comprendre que vous disiez, qu'est-ce qu'il nous raconte? Des conséquences futures. Alors qu'une conséquence, c'est... Bon, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc ça, c'est un travail qui est paru en 2015. Donc phase d'apprentissage, 24 mois à apprendre. Et puis les étudiants, enfin les étudiants, pardon, les participants, je dis étudiants parce que souvent on utilise les étudiants, ils ont à jouer contre l'ordinateur. Le jeu, c'est de prédire la lettre que choisira l'ordinateur. Donc soit le K, soit le L. D'accord ? L'individu répond. Si la lettre sur laquelle il a tapé correspond à celle que l'ordinateur avait choisie, alors il va y avoir un oui qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur ou un non. Et ce oui va être d'une couleur, soit bleu, soit mauve. Et bien évidemment, on a interverti les couleurs. D'accord ? Autre dernière phase, phase de reconnaissance. On représente donc les 24 mots de la liste d'apprentissage, plus 24 mots nouveaux. Et les mots vont être présentés sur l'écran d'ordinateur avec la couleur qui correspond au oui ou au non. Normalement, dans le domaine de la mémoire, on ne ferait pas l'hypothèse
qu'une tâche intermédiaire qui n'a rien à voir avec ce qui avait été encodé puisse avoir une influence sur la reconnaissance. Si je vous présente le résultat, c'est que ça en a, sinon je ne vous présenterai pas le résultat. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les mots qui ont été écrits dans la couleur qui était associée à oui sont plus facilement reconnus que les mots qui étaient associés à la couleur non. Et on a bien sûr un groupe contrôle où il y avait des mots qui étaient écrits en noir et on s'aperçoit qu'il y a une différence significative. Donc, la situation, et ça me paraît important, la situation dans laquelle est évaluée la mémoire est une du point de vue du sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la situation dans laquelle se trouve le sujet, tout ce qu'il fait dans la situation est intégré par lui parce que la situation est une. Ce qui va poser peut-être des petits problèmes après dans l'évaluation de la mémoire. Autre expérience, là, donc, c'est l'expérience sur la conséquence anticipée. Donc, c'est un travail qui va paraître dans le Quarterly Journal of Experimental Psychology. Donc, phase 1, écran d'ordinateur, clavier. La tâche du sujet est toute simple. Vous allez voir apparaître une figure sur l'écran d'ordinateur. Vous avez tapé sur la touche correspondante sur le clavier. Donc, il y a un carré. Le carré est dessiné, enfin, il y a une gommette sur le clavier, il doit taper. Dès qu'il a tapé, hop, il y a une main qui apparaît. Alors cette main, je ne peux pas développer trop, hein, mais c'est important. Parce que cette main, vous voyez, c'est une main qui a une forme de saisie. C'est une main qui montre ce que l'on ferait pour saisir un objet. Il y a des travaux qui montrent que présenter une main qui présente la saisie, facilite la reconnaissance des objets. Dans l'autre cas, c'est un rond. Le sujet doit appuyer sur un rond et c'est toujours la même main, mais avec un petit problème. C'est qu'elle est bandée et manifestement, l'individu est blessé. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle une phase d'amorçage. Tâche de go-no-go, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Donc, les sujets vont avoir à dire si les objets qu'on leur présente sont des objets qui sont facilement saisissables. Si vous êtes droitier, le marteau, quand il est présenté en ce sens-là, n'est pas facilement saisissable. Par contre, là, il est facilement saisissable. D'accord ? Et bien sûr, il y a des objets non saisissables qui sont orientés, parce que méthodologiquement, il faut qu'ils soient orientés. D'accord ? Mais bien évidemment, la présentation des objets peut être aussi précédée de l'amorce qui, elle, était associée à la main ensanglantée. D'accord ? Et les sujets doivent dire si l'objet est correctement dirigé, etc. etc. D'accord ? Alors, en quoi c'est une tâche de go-no-go? Parce qu'ils doivent répondre sur les objets saisissables, ils ne doivent pas répondre sur les objets non saisissables. Deux façons de répondre. Soit on répond en appuyant sur le clavier d'ordinateur, soit on répond avec une manette qu'on a fabriquée, où l'individu, pour répondre, doit faire le geste qui correspondrait à la saisie réelle de l'objet. D'accord. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Deux résultats importants. Quand l'objet ou les objets sont précédés de l'image d'une main saine, le temps de décision pour dire qu'il est bien orienté est beaucoup plus rapide que dans toutes les autres conditions. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de différence entre le fait de répondre au clavier ou de répondre en pinçant le dispositif. Par contre, quand l'objet est précédé du rond ou du carré qui était associé à la main ensanglantée, les temps de réaction sont plus élevés. Ils sont d'autant plus élevés que l'individu a à faire le geste qui correspondrait à la saisie de l'objet. Donc, quelle conclusion dans cette expérience? C'est que la conséquence anticipée
de la saisie énacte le jugement de reconnaissance. Donc quand je dis je reconnais en fonction de la conséquence que je peux imaginer. Dernière expérience, parce que je crois bien que c'est la dernière expérience, je ne sais plus si ma mémoire est bonne, c'est quand l'affluence motrice énacte le souvenir. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Je vous ai montré tout à l'heure une expérience qui montrait que lorsque les sujets devaient donner leur réponse avec leur main droite, ce n'était pas la même chose que donner leur réponse avec la main gauche. D'accord? Et donc on a un certain nombre de travaux dans la littérature, on a pas mal mené d'expériences dans le labo sur ce thème-là. Quand on répond avec la main dominante, dans ce qu'on appelle l'espace ipsilatéral, c'est-à-dire cet espace, donc je suis droitier, cet espace-là, d'accord? C'est plus facile, plus aisé. Et entre autres, je le dis, hein, si vous demandez à des sujets d'évaluer la connotation émotionnelle des objets qui se trouvent dans cet espace-là, ils sont évalués positivement. Alors que lorsque le sujet doit répondre avec sa main dominante dans l'espace qu'on appelle contralatéral, c'est-à-dire de l'autre côté, les mêmes objets sont évalués négativement. D'accord ? Ça, c'était important, parce qu'on va jouer sur ce que j'appelle donc la fluence motrice, c'est-à-dire le fait de donner ma réponse du côté où je suis habile ou du côté où je ne suis pas habile. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur la mémoire? Là encore une fois, si je vous en parle, c'est que c'est vrai. Enfin, c'est vrai, pardon. C'est que les résultats vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est un papier qu'on a publié l'année dernière. Donc encore une fois, phase d'apprentissage, des mots à apprendre. Alors pour ceux qui voudraient savoir, ce sont des mots qui ont toutes les mêmes caractéristiques, etc. On est en psychologie expérimentale, il faut que tout soit bien calibré. Phase de reconnaissance. Les sujets, avant de dire s'ils reconnaissent le mot ou pas, vont devoir taper sur le clavier d'ordinateur les lettres qui apparaissent à l'écran. Une fois qu'il a tapé sur ces lettres, le mot va apparaître et il va devoir dire oralement est-ce que le mot était en liste d'apprentissage ou pas. Pourquoi oralement? Parce que si on le faisait répondre avec la main, on aurait sûrement un problème d'interférence motrice. Donc c'est pour ça que... Voilà. Donc très concrètement, ça se passe comment? Ben, alors premièrement, oui, pardon, ça c'est important. On a désossé le clavier d'ordinateur, on l'a reconfiguré pour que les apprentissages moteurs que l'on a de la frappe sur le clavier n'existent pas. D'accord ? Et si vous le voyez, les lettres sont rangées à droite et à gauche d'une ligne. D'accord ? Et donc vous voyez qu'il y a des lettres qui vont être dans l'espace ipsilatéral, côté droit, et des lettres qui seront côté gauche. Donc une fois dont les sujets sont sur la barre espace, ils attendent. Dès que les lettres apparaissent, ils doivent taper sur les lettres A, V. Une fois qu'ils ont tapé, hop, le mot apparaît. Et le sujet doit dire, est-ce que ce mot était dans la liste d'apprentissage ou pas? Bien évidemment, on fait pareil pour la gauche. Qu'est-ce que montrent les résultats? Déjà, au niveau des temps de réaction pour frapper les lettres, ça c'était important de le vérifier. Donc on a que les sujets répondent plus facilement, enfin, tapent plus facilement les lettres quand elles sont dans leur espace ipsilatéral que contralatéral, mais ça ne fait que confirmer des travaux de la littérature. On s'aperçoit que les sujets répondent plus facilement quand ils sont droitiers que lorsque ils répondent avec leur main droite que la main gauche. J'ai oublié de vous dire que dans ces résultats-là, ce ne sont que des droitiers. D'accord ? Et ensuite, on a bien le fait qu'il y a une interaction entre l'espace dans lequel on répond et la main de réponse. Donc il y a ce qu'on appelle une fluence motrice. D'accord ? C'est plus simple. D'accord ? Est-ce que ça va impacter la mémoire? Eh bien, ce qu'on observe, c'est que les sujets reconnaissent plus facilement les mots quand le geste qui a été effectué avant, qui n'a rien à voir avec la tâche de mémoire, ont été tapés avec la main droite qu'avec la main gauche.
que lorsque les lettres ont été tapées dans l'espace ipsilatéral plutôt qu'au contralatéral. Et le résultat le plus intéressant, c'est que lorsque les sujets répondent avec la main droite dans l'espace ipsilatéral, ils reconnaissent beaucoup plus facilement les mots que lorsqu'il tape avec la main droite, enfin lorsqu'il a tapé avec la main droite dans l'espace contralatéral. D'accord ? Donc, qu'est-ce que nous montrent ces résultats ? C'est que le jugement de reconnaissance ne repose pas uniquement sur un processus d'activation des traces passées, mais sur un processus d'attribution associé à l'expérience phénoménologique. Parce que là, on est dans une expérience phénoménologique. Le sujet a ressenti de l'affluence quand il a tapé ses lettres. Ce ressenti-là va impacter la mémoire. Comment ? Alors là aussi, ça me prenait un petit peu de temps. J'espère que je vais être capable de vous transmettre la compréhension. C'est ce qu'on appelle le principe de discrépancie. Discrépancie, c'est quoi? On est dans une tâche de reconnaissance. A priori, on ne sait pas si ce qu'on va nous présenter, ça a été présenté ou pas. On est donc dans une certaine incertitude. D'accord ? Et voilà que je fais un geste qui, lui, est fluent. Le sujet ne sait pas, parce qu'il n'a pas conscience de cette fluence. Il ne sait pas que son ressenti de fluence, c'est-à-dire quelque chose de positif pour lui, d'accord, il y a son geste. Et donc, il va transférer ce ressenti sur la question qu'on lui pose, qui est la question de reconnaissance. Donc, il va attribuer à sa mémoire quelque chose qui n'est que d'ordre phénoménologique. Et donc ça c'est un point important parce que si vous lisez Varela, l'inactivisme, etc., c'est un point majeur dans la pensée de Varela. L'expérience phénoménologique est une expérience qui amène l'individu à percevoir le monde. Ce n'est pas uniquement les éléments du monde, etc. Et donc, il y a plusieurs éléments qui participent à cette expérience phénoménologique. Il y a les proprioceptions, c'est-à-dire les étirements musculaires, etc. Tout ça contribue à nous faire percevoir quelque chose. Si vous devez attraper, imaginez, je suis là, je dois toucher le micro. Bon, ben, c'est assez facile. Je suis ici, ben, ça devient compliqué. D'accord ? Et là, je vais être obligé d'étirer mon bras. Cette perception proprioceptive est une connaissance de la part du sujet, qui va participer au jugement qu'on lui demande de faire. Il y a bien sûr tout ce qui est extéroceptif, mais moi ce qui me paraît le plus important, c'est ce qu'on appelle l'expérience phénoménologique interoceptive, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de la similarité ou de la dissimilarité entre ce que je suis habitué à faire ou ce que je ne suis pas habitué à faire. Je pense que ça relève de quelque chose qu'on appelle chez Piaget l'équilibre, qu'on appelle l'homéostasie. Et donc, j'en suis arrivé à l'idée suivante, et je croyais que c'était une idée originale, et vous allez vous apercevoir qu'elle n'est pas originale du tout, hein. C'est que, avant la conscience, c'est-à-dire avant de pouvoir dire je reconnais, parce que quand je dis reconnais, ça veut dire que j'ai conscience que. D'accord ? Donc, avant la conscience, il y aurait une espèce, moi j'appelais ça de signal, d'écho, qui vient de cette expérience phénoménologique sur laquelle je vais m'appuyer pour donner ma réponse. Ben, figurez-vous que malheureusement pour moi, il y a quelqu'un qui s'appelle James, encore lui, qui avait proposé cette idée, Fringe of Consciousness, qu'on peut traduire en français frange de conscience. Et il dit quelque chose de très intéressant, parce que ça fera écho pour ceux qui étaient lundi à l'inauguration avec notre collègue pianiste, ça fera tout à fait écho à ce qu'il nous disait. C'est que pour lui, ce qu'il appelle frange de conscience, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore tout à fait de la conscience, c'est un sentiment diffus qui fournit un contexte interprétatif. Et pour le faire comprendre, il donne cet exemple tout à fait intéressant. Les harmoniques en musique ne modifient pas du tout l'objet musical. Mais par contre, dans la perception et l'expérience qu'en a le sujet, ça diffère totalement. D'accord ? Donc, sur ces questions-là, malheureusement, il y a très peu de travaux. Très rapidement,
Ces travaux-là nous amènent à peut-être penser différemment la mémoire. La mémoire est peut-être une mémoire de processus, c'est-à-dire de ce que fait le sujet, et non pas une mémoire de contenu. Et si on est dans de l'inaction, ben alors on doit peut-être pouvoir expliquer ça. Et j'ai un étudiant qui a terminé sa thèse l'année dernière et qui a fabriqué un modèle mathématique énactiviste avec des résultats assez sympathiques, puisqu'il a essayé de voir si on pouvait reproduire les résultats de l'expérience que je vous ai présentée tout à l'heure. Et ce modèle énactiviste qui repose sur une absence totale de représentation. Ce n'est que le système, en fonction des contingences sensorimotrices et de l'écho de cette fluence des traitements, qui va reconnaître la théière quand elle est présentée à droite. Mais bien sûr, ce n'est pas une théière, hein, d'accord ? Ce sont rien que des petits chiffres. Voilà. Alors, conclusion générale. Tout jugement, et là c'est ce sur quoi on a travaillé, mnésique, émotionnel et maintenant perceptif, est émergent. Il est le produit d'un état mental construit ici et maintenant, composé des expériences sensorielles et motrices, présentes et passées. Mais l'émergence de cet état mental n'est pas indépendant de l'expérience phénoménologique ressentie. Ce qui me fait dire que les souvenirs, tous nos souvenirs, alors là j'entends déjà les mains qui vont se lever, mais je suis prêt à répondre, les souvenirs sont des émergences contextuelles. Selon moi, et je suis Cévenol donc un petit peu provocateur, selon moi, il n'y a aucun souvenir qui soit la copie exacte de ce qui a été vécu dans le passé. Voilà. Mais je pense qu'on est pas quelques-uns à le penser. Mais ce n'est généralement pas l'idée que l'on donne au grand public. Les conséquences, c'est qu'on est passé d'une mémoire de stockage, une bibliothèque à remplir, une réalité extérieure à conserver, à ce que j'appelle une mémoire dynamique et énactée, où ça marche. Le corps et l'environnement ne font qu'un. Il est impossible de dissocier ce qui est du corps et de l'environnement ou ce qui est de l'environnement et du corps. Et le souvenir émerge de cette interaction entre le corps et l'environnement. Et comme il faut faire un peu de publicité, merci pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir présenté tes travaux expérimentaux, les travaux du laboratoire, et puis d'avoir situé justement, sans jeu de mots, ces travaux dans un contexte de l'évolution de la psychologie expérimentale, et puis y compris d'avoir fait la boucle à la fin qui nous permettait de bien comprendre ta démarche. Avez-vous des réactions, des questions? Oui, Isabelle? Je me posais la question, j'ai assisté à une conférence il y a quelques années sur une psychologue expérimentale qui s'intéressait elle, au mouvement et à la reconnaissance visuelle. Et elle voyait exactement la même chose que vous. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait marcher quelqu'un dans un couloir avant de reconnaître des points qui se déplaçaient au hasard sur un écran, ou pas tout à fait au hasard, c'est-à-dire qui représentaient à partir de vraiment quelques points minimum, une silhouette qui se déplace. Les gens sont capables de voir la silhouette après avoir marché, mais ne le sont pas s'ils n'ont pas marché dans le couloir. Et je me demandais si ce que vous voyez, ça passe pas aussi par une détection peut-être visuelle ou sensorielle enfin, si c'est pas un phénomène un peu différent ou qui s'ajoute ou qui... voilà. Ouais. Alors ça c'est... Merci pour la question. Il y a un point qui est très important, parce que je ne peux pas tout vous raconter. Mais par exemple, s'il n'y a pas d'action, tout ce que je vous dis ne marche pas. D'accord ? Il y a un travail récent d'un collègue de Nanterre qui s'appelle Morgado, qui a essayé de voir en quoi la perception d'une distance dépendait de l'action du sujet. Et donc les sujets, ils doivent percevoir la distance entre deux points.
Et il y a des obstacles entre les deux. Donc là, vous pourriez vous dire, oui, ben, s'il y a un obstacle, c'est sûr que la distance... Sauf que c'est du plexiglas. D'accord ? Donc les sujets, ils peuvent voir le point. Donc si la perception des distances n'était que quelque chose de géométrique, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Mais l'originalité du travail de Morgado, ça a été de demander au sujet de contourner l'espace avec la main pour aller toucher le point. Donc il y avait un groupe qui faisait le geste, et il y avait un autre groupe qui ne faisait pas le geste. Le groupe qui faisait le geste percevait le point plus loin en fonction de la grandeur de l'obstacle. Alors que celui qui n'avait pas fait le geste n'était pas sensible à... Ça, c'est une première réponse. Deuxième réponse, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, c'est que quand on parle de mouvement, nos yeux sont perpétuellement en mouvement. Et les mouvements oculaires ont la même fonction que nos mouvements quand on marche. Il y a un collègue de Nice qui s'appelle Gérard Olivier, qui a fait pas mal de travaux là-dessus, sur la perception et le fait que si on a préparé les sujets à une saccade oculaire qui va être une saccade, pour faire simple, droite, ou une saccade gauche, quand on va présenter le cube de Necker, qui est le cube réversible, d'accord ? Ça va impacter le fait de voir soit le cube par le bas, soit le cube par le haut. D'accord ? Ce qui veut dire que dans ces travaux-là, il y a une critique qui peut être faite, hein, c'est qu'on ne maîtrise pas les mouvements oculaires. Il se peut qu'effectivement, la façon de suivre du regard les stimulus va avoir aussi une incidence. Tout à fait.